Merci Jean-Claude, merci Xavier, merci à vous tous d'être ici, merci Anya d'être parmi nous. Pour tout vous dire, Anya a un emploi du temps très serré et en plus elle est à Faune aujourd'hui. Mais on a tout fait pour arranger tout ça, pour avoir une belle rencontre. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, sachant qu'on va donc parler de l'écriture de Crise de Suisse et des différentes étapes, parce qu'on va... Vous allez voir que ça, en fait, c'est un film, sans mauvais jeu de mots, au long cours. On vous propose d'ores et déjà, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu qui ne connaissent pas le film, ou pour s'en rappeler quelques instants, vous passez déjà la bande-annonce. C'est tout le début du film. Donc. Voilà. Als ich klein war, erzählte mir meine Mutter von einem seltsamen Land mit Ebenen so weit wie das Meer. Und dass dort manchmal Menschen verloren gehen. Es war kurz vor dem Schlafengehen, als ich von Chris' Tod erfuhr. In jener Nacht begann ich in meinen Träumen nach Chris zu suchen. Ich wollte ihm eine Zeichnung schenken. Ich rief nach ihm. Chris! Aber er konnte mich nicht hören. Diesen Albtraum träumte ich immer wieder, jede Nacht, während vieler Jahre. Aber ich wusste immer, an der schlimmsten Stelle wache ich auf. Your Bible
careful when, you know, when he left. We said, you know, that's frontline where you're going at the moment. And he said, yeah, but don't worry, I have some experience and I'll be careful. Schiffers, hinaus mit, in 5 Minuten 12:30. Der Bürgerkrieg in Jugoslawien. Voilà, une belle entrée en matière. Donc on va, là, dans les prochaines minutes, donc, se pencher donc, sur la création, le processus de création de tout ce film-là. Très rapidement, donc là, un rappel du parcours d'Ania. Il faut savoir aussi donc, qu'elle a fait donc, un passage à l'ENSA de quelques mois aussi à Paris, et que depuis, elle est aussi également illustratrice, soit de magazines, soit d'habillage aussi de films. Et ce qui est important, je dirais, c'est que je viens de l'animation. Donc, j'ai quand même fait un film hybride, Christ de Suisse, qui mélange le prix, l'image réelle avec l'animation. Et ouais, j'étais toujours intéressée à l'animation déjà pendant mes études, au documentaire pendant mes études déjà. Et en même temps, j'avais cette histoire de Chris, qui est une histoire de ma famille, parce que Chris est mon cousin en fait. Je vais vous expliquer un petit peu du background de Chris de Suisse. En fait, comme j'ai dit, c'est l'histoire de mon cousin. En fait, il était reporter de guerre. Et l'histoire du film, conflit. C'est pendant le conflit de la guerre Yougoslavie, aux années 90, pardon, je viens de la Suisse. En fait, je ne vais pas me lancer dans les faits historiques parce que c'est très très complexe, la guerre en ex-Yougoslavie. Mais ce qui m'a vraiment touchée, c'est que cette guerre était très très proche de nous. Et les gens qui habitent là-bas ne sont pas, j'ai dit, les sauvages, les noirs. C'est très très proche. Et on pourrait, à cette époque-là, pendant la guerre, on pourrait juste monter le train et aller directement à la guerre. Et donc pour Chris, qui était un jeune journaliste, il avait 26 ans à cette époque-là, c'était évident d'y aller parce que c'était vraiment la place pour être. Et aussi pour comprendre un peu la situation, c'était aussi l'époque de la chute de l'UdSSR. Donc, Chris était vraiment intéressé au changement de politique, et géopolitique en fait en Europe qui intervenait à ce moment-là. Parce que effectivement, enfin pour les plus jeunes qui sont parmi nous, effectivement la guerre d'ex-Yougoslavie, ça a été quand même le dernier gros conflit européen. Et c'était juste aussi avant l'avènement aussi d'Internet. Donc en fait, c'était quelque chose à la fois très très proche géographiquement. Même si on en a beaucoup parlé dans les médias, ça n'a pas eu le retentissement que ça pourrait avoir aujourd'hui avec Internet. Enfin, c'était quelque chose, moi qui étais assez jeune, assez jeune, bref, avait un certain âge déjà à l'époque, disons que c'était effectivement quelque chose d'assez bizarre, quoi. C'était en Europe, mais c'était pas non plus à côté. Enfin, pas à côté de la France, mais c'était qu'à 2 heures d'avion de la France. Enfin voilà, c'était quelque chose d'assez paradoxal comme on va dire conflit géographique et politique, et c'était effectivement excessivement complexe puisque ça a donné lieu ensuite à la création de 4 voire même 5 pays distincts, et ça avait d'autant plus un impact important en Suisse ou en Italie, puisque de toute façon c'était quasiment des produits, comme vous voyez sur la carte, du moins pour l'Italie, déjà un pays frontalier, et la Suisse était vraiment très très proche. Donc, Et bon, Chris, il a pris le train pour y aller. Et il a passé quelques mois là-bas. Et après, en Croatie,
changé son métier, on dirait, et il a pris les armes. Donc il est devenu membre d'une brigade internationale des mercenaires internationaux qui a été établie par un journaliste espagnol. Il avait des rumeurs que cette groupe, cette platoon, était liée au arms trafficking. Oui, trafic d'armes. Et des drogues. Et qu'il était financé même par l'ultra-catholique, l'organisation Opus Dei. Opus Dei. Et nous, en Suisse, la famille n'a pas su où Chris est, parce qu'il n'avait pas pas de mail, pas d'internet et tout. Mais un jour, on a eu un téléphone que Chris a été tué. Et apparemment, il a été tué par ses propres gens. Ses propres compagnons d'armes. Merci. Oui, à cette époque-là, j'avais 9 ans. Donc, pour moi, c'était vraiment une histoire très, très, très touchante. Et lui, il était mon héros d'enfance, parce qu'il a voyagé beaucoup et il était un aventurier. Un aventurier, oui. Et quand j'avais à peu près la même âge que lui, je me suis encore engagée à l'histoire de lui, parce que j'étais vraiment intéressée comment peut quelqu'un de ma famille devenir et finir comme ça. Et à cette époque-là, j'étais en train de faire mes études en film d'animation et je devrais faire un projet de diplôme. C'était en 2009 et j'ai déjà fait un court-métrage sur Chris. À cette époque-là, j'ai concentré que sur la perspective de la petite fille et les mémoires que j'avais de mon cousin. Je vais montrer un extrait, pas tout, mais juste pour voir comment la conception en fait, a changé aussi, et aussi comment la langage graphique a changé. Das hier bin ich. Das hier ist Rigi, mein großer Cousin. Ich habe ihn zweimal gesehen. Dann war er tot. Ermordet, sagte meine Mama. Das war im Januar 1992. Ich war 10 Jahre alt. Er 26. Je le coupe déjà parce qu'on est déjà un peu tight. Bon, à cette époque-là, en fait, quand j'ai fait le film de 2009, j'ai commencé à faire des recherches. Et là, il y avait Internet cette fois-ci. Oui, mais il n'avait pas beaucoup d'informations sur cette histoire parce que tout s'est passé avant l'Internet. Mais il y avait, en 2009, il y avait le commandant de la brigade qui a été tué en Bolivie parce qu'il a essayé de tuer Evo Morales, le président de la Bolivie. C'est une autre histoire, ce serait un autre film qui est aussi lié au sujet de ex-Yougoslavie, très intéressant. Mais cet événement-là m'a montré que ça vaut la peine de me lancer vraiment dans ce sujet et de faire de plus de recherches. Et ce qui était intéressant, c'était aussi que tout d'un coup, il y avait sur les discussions sur les réseaux sociaux. Donc tout d'un coup, j'avais vraiment l'accès aux informations que je n'avais pas avant. Et la matière nécessaire donc, pour élaborer donc déjà un début de scénario
se documenter et donc de construire petit à petit en fait ce qui allait devenir un long métrage. Un long métrage, c'est ça. Là, il y aurait encore beaucoup d'anecdotes, mais on n'a pas de temps malheureusement. Mais quand même, c'était très intéressant parce que quand j'ai commencé avec mes recherches, j'ai vu qu'il y a une production de film en Amérique qui est en train de faire un film fiction sur cette brigade et que Eduardo Rocha Flores, le commandant, était co-auteur. Donc j'ai écrit cette boîte de production. Oui, j'ai fait des études sur le film. Est-ce que je peux faire un stage? Ils ont dit non, malheureusement on a des problèmes de financement, mais je vous envoie le scénario. Donc j'ai reçu le scénario qui est co-écrit avec Eduardo Rocha Flores. Et là, il y avait le nom de mon cousin, le nom réel. Donc, je savais, s'ils n'ont pas changé le nom de mon cousin, les autres noms doivent aussi être les vrais noms. Donc, c'était très, très utile pour mes recherches. Pour remonter le fil pour montrer, oui. des faits. Il y avait aussi également donc, la sortie du film de Valse avec Bachir qui a été vraiment... quelque chose de très important pour toi parce que en fait, ça t'a vraiment encouragé à aller dans la même voie, dans l'animation documentaire, et te permettre donc d'envisager aussi de mêler des images donc d'archives avec ton récit et donc aussi le médium de l'animation. Oui, le film avec Bachir m'a vraiment ouvert un monde que je ne connais pas avant. Parce que moi, j'étais toujours intéressée aux documentaires, mais je n'avais pas l'idée de les mélanger. Et je trouve que avec Bachir est vraiment fort quand il y a des scènes surréalistiques. Et moi, personnellement, je trouve un peu moins fort quand on voit les interviewés, les protagonistes dans un setting documentariste. Parce que là, je pense ça montre les limites de l'animation. Parce que l'animation est trop fort quand il vient... si on cherche des images subjectives et symboliques, et ça va très bien ensemble avec le sujet du guerre, parce que c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas exprimer dans la guerre. Je vais vous montrer 2 extraits pour expliquer pourquoi j'ai mélangé les deux. Par contre, je pense que le documentaire est très fort quand on montre des situations, des rencontres entre les gens. Par exemple, entre protagonistes. Ouais. Si je te parle, je parle aussi, surtout maintenant, je parle aussi avec mon corps, mon visage, expression de visage et tout. Et il y a des informations qui, je crois, on perdrait si on les dessine. L'animation. Si on les dessine, oui. Alors, je vous montre 2 extraits. Le premier, c'est j'ai cherché un symbole pour le mal et pour la guerre. Et j'ai décidé de montrer les soldats comme des insectes, comme une nuage des insectes. Donc ça, c'est pas possible dans les films réels. C'est le premier extrait. Oups. Non. Mit Sinischa mache ich mich auf den Weg an die Schauplätze des Krieges, die Chris in seinen Notizheften beschreibt. Diese Fahrten an die Front, sagt Sinischa, seien gewesen, als fahre man direkt in den Schlund des Ungeheuers.
Et maintenant l'autre qui... Oups, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est bon. Qui montre pourquoi j'ai voulu mettre film réel. I'm afraid I can't help you very much, okay? Because your cousin was more like, you know, one day he was a journalist, one day he was a volunteer, and even me, I don't fully understand exactly what he was doing. It was war, and in war, people die. That's what happened. Now, if you want to make a film about foreign volunteers, I'm ready for it, okay? Okay. Vor ein paar Jahren ist Besson nach Kroatien zurückgekehrt, hat geheiratet und eine Familie gegründet. Er ist bereit, sich mit mir zu treffen. In seiner Stammbeiz, wo auch andere Veteranen verkehren. The majority of the volunteers here were English, around 140. The second nationality was French. The third one were Germans. And after that we had a bit of everything. Didn't we have a Swiss guy? No. No. That's, yeah. Yes, one. Yeah, he died in Osijek. That's why the lady is here. Ah. Yeah. I didn't know. But we still don't know if he was a journalist or a volunteer. It's a bit complicated. Because to come back to the situation, I never fought in the Osijek frontline, but Rod was there. And he met with Chico, if I remember, and he went there for I met him briefly. Yeah. Well, it was a very weird platoon over there, a very, very weird unit. There was some good, solid, genuine ex-professional soldiers who knew their business, knew what they were doing. But there was also a handful of bloody real idiots, you know. In war, the choice is not between good and bad. The choice is between bad and very bad. And when you put good guys in for years and years between the solution between bad and very bad, and there is no good solution anymore, then you just destroy you. The adrenaline's thumping like hell. You're stressed out to hell, and there's fear, adrenaline pumping everything, and bang, you kill very, very easily and very, very quickly. But the problem, I think, is when the war ends and that pressures have gone away, then it's very hard to live with what you've done. You know, the mentality that you've got, you know, at times downright bloody evil, because that's the only way you're going to survive, you know. Voilà, de bien beaux protagonistes, vous pouvez le remarquer. Oui, donc c'était des mercenaires qui ont été actifs pendant la guerre en Yougoslavie. L'un qui s'appelle Gaston Besson, il est de la France et il est actuellement dans l'Ukraine. Donc il fait la même chose en Ukraine. Et donc ils sont encore actifs. Oui, mais ça montre très bien la situation où il dit "Didn't we have a Swiss guy?" Est-ce qu'il y avait un Suisse, un garçon suisse? Non. Ah oui. Les informations comme ça, je crois, on aurait perdu dans l'animation. Et tu disais aussi que quand on a parlé de ce film, enfin en préparant la table ronde, que en fait, tu avais surtout l'impression que chacun essayait de te convaincre de sa propre vérité. Et ça t'a vraiment poussé, en fait, aussi à analyser et à aller plus en profondeur dans ton enquête et dans la recherche aussi, scénaristique, dans l'écriture de ton film, parce que effectivement, tu sentais que les choses étaient vraiment pas claires, quoi. Oui, en fait, je suis embarquée avec une question très claire. J'ai voulu trouver ce qui a tué mon cousin, mais il y avait à la fin tellement de questions ouvertes que je ne peux pas répondre. Et oui, c'est comme j'essayais de peindre une image de mon cousin à travers cette perspective différente. Et tout le monde a voulu me convaincre de sa vérité, mais en fait, la vérité, c'est quoi?
Donc, oui. J'ai commencé bien sûr avec les recherches. Et là, j'avais les cahiers de mon cousin qui sont, quand il a été tué, avec ses choses privées. Ses affaires, oui. Ils sont revenus en Suisse. Donc la famille avait ses cahiers. Et il y avait aussi les articles de mon cousin qui a écrit pendant la guerre et aussi quand il était dans la brigade. Donc là, j'avais déjà des noms pour commencer mes recherches. Et après, il y avait... les archives télé. Les archives télé de la télévision suisse, mais aussi de l'Espagne, parce qu'il y avait pas mal des gens de l'Espagne. Aussi, BBC avait fait un reportage, parce qu'il y avait des Anglais là-dedans. Donc, il y avait aussi des archives de télé. Et aussi, c'était aussi la situation que, comme mon cousin a été tué, 7 jours après, il y avait un autre meurtre sur un photographe de la Britannie qui a posé des questions. Il a été tué presque au même endroit que mon cousin. Donc, l'Angleterre a fait des investigations là. La Suisse, par contre, a décidé que Chris a été un mercenaire. Il ne faut pas faire des investigations. Donc avec déjà tout ce matériau de base, tu as pu déjà élaborer un début de scénario et puis donc faire un script et un storyboard. Et donc commencer déjà à faire un premier travail donc graphique aussi. Donc ça, ce sont toutes les différentes sources. Alors, petite anecdote, c'est que Anya avait sélectionné beaucoup de sources d'après la télévision qui était devenue, en partie, la télévision d'un des pays de l'ex-Yougoslavie qui était la Croatie. Et pour des questions, en fait, une fois que le montage était fait pratiquement du film, en fait, il y a eu un changement de politique en 2016 en Croatie qui a entraîné beaucoup de complications en termes à la fois d'écriture du film et de production, puisque en fait les images utilisées ne pouvaient plus l'être, car la Croatie avait décidé de bannir en fait la question de la guerre de Yougoslavie et d'interdire son évocation publiquement. Et donc ça a posé énormément de problèmes. À ce moment-là, on était déjà presque fini avec le rough cut et on a dit oui, peut-être 3 semaines. C'était en 2017. Oui, et cette situation était vraiment pas très agréable parce que on a produit l'animation en Croatie. On a établi un studio d'animation en Croatie. Donc à ce moment-là, toute l'équipe était dans le pays. Avec donc je reprends un peu le relais, avec donc des animateurs croates, italiens, espagnols et français, et donc tout ce petit monde. Donc c'était une équipe de combien? Et des Suisses bien sûr. 35 personnes, donc en Croatie, dans ce studio monté de toutes pièces, et pendant donc plusieurs mois. Mais la situation donc là aussi, d'un point de vue politique, c'est assez dans le prolongement de ce qui s'était passé en 2016, il y a eu aussi des complications pour vous en termes de production. Oui, beaucoup de problèmes, parce qu'ils ont vraiment essayé de nous bloquer et de bloquer le projet. Et on a eu l'argent avant le changement de politique, mais je pensais aussi le cas ici. Quand on finit un film, on doit représenter le projet pour que ça soit vraiment green-lighted. Je ne sais pas comment dire. Validé, oui. Validé, oui. Et on a dû faire cette procès de validation sous l'autre régime. Donc ils ont dit non, c'est un film horrible, il n'est pas correct historiquement, il n'est pas de bonne qualité, c'est pas ce qu'on a commandé, quoi. Mais après il avait Cannes
Et ça nous vraiment a sauvé. Sauvé de la réception Mais du par film. contre, le studio à Zagreb, on a dû le fermer pratiquement du jour au lendemain. Oui, et aussi le head of funds, je ne sais pas comment on dit, le chef de financement, a dû disparaître aussi, oui. Se mettre à l'abri. Oui. Car il y a eu plusieurs, C'est pas seulement à cause de ce projet-là, mais il y avait d'autres projets qui parlaient de manière générale, du même producteur. Car en fait, il y a eu dans la presse la diffusion d'adresses du producteur, la diffusion aussi de l'adresse d'où se trouvait le studio d'animation, où habitait également Anya au moment du tournage et de la préparation de ce film. Enfin voilà, tout pour nuire en fait à la fois à la production du film et bien sûr à la sécurité des protagonistes. Donc on repasse au sujet du film. Donc comment j'ai fait j'ai d'abord pour les images réelles, j'ai déjà fait ça pendant la phase de recherche parce que je savais peut-être j'ai seulement une fois pour rencontrer certains gens. Et après j'ai fait la transcription de ça et avec la transcription on a commencé de faire le script moitié réel, moitié fiction. Et à partir de ça on a fait une rough cut, un premier montage avec que des des mots. Séquences ou des mots. Oui. Et après, on a remplacé les mots par le storyboard et ça n'a pas du tout marché. Et ça n'a pas du tout marché parce qu'en fait, il manquait le personnage de la petite fille, c'est-à-dire toi. Bon, c'est à ce moment-là où tu as décidé de t'intégrer entre guillemets au scénario. Je déteste ça, mais je ne voyais pas d'autre solution. Non, mais en fait, c'est vraiment difficile de monter un film où la moitié du matériel manque. Ouais. De trouver le bon rythme et tout. Et c'était surtout de mélanger, alors une partie quand même de fiction, on veut dire, mais des images réelles. Toi, ta perception affective par rapport à cette histoire. Et pouvoir raconter quand même quelque chose qui était un conflit assez complexe avec là aussi un protagoniste dont on avait peu d'informations, donc il fallait trouver un lien qui est ambigu aussi. Et ambigu, oui, bien sûr. Et donc la parade à tout ça, en fait, pour lier tout ça, ça a été en fait le personnage de la petite fille, c'est-à-dire toi, avec une vision toujours qui est très proche donc de celle qu'on avait dans le court-métrage, donc plusieurs années auparavant, à savoir cette vision idéalisée de son cousin et voulant quelque part être en perpétuelle recherche donc de ce cousin méconnu, mais proche. Et donc bon voilà, et ça a permis comme ça par ce stratagème, ce subterfuge quelque part scénaristique, de pouvoir lier tous les éléments du film et de pouvoir le construire et le mener à son terme. Parce que le problème était vraiment que j'ai pas trouvé d'évidence et bon, j'ai trouvé ceux qui ont tué mon cousin, mais pas pour toutes les histoires. Toutes les questions, en fait, toutes les manques d'informations qu'il peut y avoir dans le film, en fait, sont posées par cette petite fille. Donc voilà, c'est une sorte d'alibi à l'histoire. Oui, c'est ça. Donc, pour moi, c'était très intéressant, important que le style de l'animation soit proche de mes croquis que j'ai fait pendant mes recherches. Je voulais que ça donne l'impression que ça sort de mes cahiers de voyage. Moi, comme vous avez vu dans le film de diplôme, je fais tout à la main avec l'encre et les perspectives ne sont pas justes. Et bon, je décide, oui, ça va comme ça. Et ce style est assez difficile pour adapter, pour qu'une équipe s'adapte à ce style-là. Donc il a fallu trouver une solution là. Et un autre problème ou question était
parce qu'on parle de réel. Comment on va faire pour transposer en fait ces images, enfin ces personnages réels, issus en plus d'archives qui sont d'assez mauvaise qualité vu que ça date de plus de 30 ans, pratiquement, à de l'animation. Et surtout, c'était la question du character design, parce que là, on a 3 niveaux, je dirais. C'est le niveau des archives, passé il y a 25 ans, donc il était jeune. On a les mêmes personnages maintenant dans les documentaires et on les a à l'animation. Donc comment faire pour qu'on peut les reconnaître. On a décidé de ne pas rester trop proche de la vérité, de faire une certaine abstraction, mais de garder quelques éléments qui sont très très caractéristiques. Un autre problème, c'était aussi de... Surtout avec les mercenaires, il y a des histoires que je sais, je peux peut-être même... oui, il faut regarder le temps. Que je peux quand même confirmer qu'il s'est passé comme ça, des massacres comme ça. Mais quand même, c'est assez délicat de ne pas rentrer dans un cas, legal case. Un cas particulier ? Parce que ils existent, ce sont des personnages qui existent. Je ne sais pas le mot en français. Personnage réel. Moi, je crains que tu as tué quelqu'un et tu dis non, c'était pas juste. Je ne sais pas le mot. Un suspect ? Non, mais non. Le cas. Présomption. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Donc, on a décidé pour les mercenaires de les mettre une cagoule. The whole animation production is happening in Croatia, in this animation studio in Zagreb. At the beginning, there was nothing here. There was no animation studio in Croatia. We set up everything from the scratch. There are 35 people working here, coming from Switzerland, France, Italy, Spain, and of course Croatia. We rarely push the brush, we print. We print the color with different textures so that we get a look like watercolor, ink, sketch painting. It's a technique, needs a lot of concentration to make the right choice for the right brush and the right color intensity. It needs a while to get into the style because it's against the usual behavior how to paint. Sometimes it's nerve-wracking because when you change something, it means a lot of change in consequence. It's not only that you can change one thing easily. On va accélérer parce qu'il ne nous reste plus que 5 minutes. Et vous savez bien comment ça marche avec les storyboards et tout ça. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est différentes étapes classiques. Oui. Ça. Non, pourquoi ça, oui, je dis juste quelque chose sur le montage, très vite. Je ne vais pas montrer les extraits parce que ça dure trop long. Le montage était très... Il faut juste qu'on coupe comme ça et puis on lance la vidéo. Ah. Comme ça, tu parles par-dessus. Mais, oui. Vas-y, ça tu peux parler. Oui, le montage était très très complexe parce que la façon comment on fait l'animation et on fait le documentaire sont complètement contradictoires en fait en termes de conception de montage. Et il a fallu donc faire coïncider les scènes d'animation avec les scènes montées à partir d'images d'archives, le tout dans le flux du récit. Donc ça a été un peu la quadrature du cercle. Oui, donc je me suis trouvée dans une situation où j'ai dû décider où cette tasse dans l'animation, mais je ne savais même pas comment le film va être. Et aussi c'était intéressant parce que les deux équipes n'ont pas eu
n'ont pas pu comprendre pourquoi on peut décider ça maintenant, Non. et les autres n'ont pas compris pourquoi on n'a pas encore décidé. Donc c'était un peu vraiment la traduction entre les deux. Mais donc pour le coup, ça a été un montage à la fois progressif et tout au long de la production. Oui, en fait, ça... Et là aussi, il y avait donc une écriture du film par le montage, forcément. Oui, ça, je dirais ça faisait part de Ça du fait partie scénario. du scénario. Oui. Ouais. Et, au rythme de l'enquête, l'évolution de l'enquête. Et on a presque monté pendant 3 années. Pas toujours, c'est clair, mais off and on. C'était un peu... oui. Ça, je suivais aussi parce que c'était enregistrement des voix, je crois. Vous connaissez comment le ça principe marche. avec donc, bien sûr la direction d'acteurs. C'était pas différent de voix. La seule chose qui était différente était que moi j'avais des archives sonores ouais. de Chris, et j'ai dû trouver quelqu'un qui va avec cette sa voix, et puis surtout essayer de copier ses intonations de voix et être au plus proche de la réalité. Parce que les cahiers de Chris sont vraiment dans le film comme voix. Voilà. Sans parler en plus du fait que Chris apparaît réellement dans les images d'archives, donc il fallait vraiment faire correspondre ces deux timbres de voix, cette intonation plutôt, cette diction, la faire correspondre. De trouver une voix qui porte tout ce caractère ambigu. Ça, j'avais aussi. Ça, c'est bien sûr l'étape de la sonorisation. Alors, juste pour l'importance du son était dans ce projet-là assez haute, je ne sais pas comment dire, mais je dirais c'est au moins 50% du film, parce que la musique et le son ont le devoir de comment dire, d'uniformiser. Oui, et de transporter le spectateur dans les différentes phases du film, c'est-à-dire aussi bien documentaire qu'animation. Et de faire la transformation entre animation, archives et l'image réelle de maintenant. Donc on a beaucoup travaillé sur le son aussi. Et aussi le sound design et l'enregistrement de la musique. Ils ont travaillé très proche ensemble. En étroite collaboration. Oui. Oui, ça c'est un extrait de l'enregistrement de la musique. De la musique, merci. Non, ça commence à dire ça. For a composer and a musician, it's great to have such a film, to be like a child there, to explore every kind of music, every kind of stuff with synthesizers and all these different kind of instrumentation. And that was one of my my biggest challenge till now as a musician. As a matter of fact, I had to start from zero again of what I have learned yet, in a way. Jean-Baptiste, il va falloir clore. Je suis désolé. Ah, tu as quelque chose d'autre à rajouter ou pas, non? Non, bon, ce projet était un monstre, vraiment, dans beaucoup de niveaux. Au niveau émotionnel, technique, juridique. Mais aussi personnel. Politique et tout. Et je suis très très contente que ça a bien terminé. Et on a eu la première à Cannes. C'était vraiment très proche de ne pas avoir un film.
Merci beaucoup, Anya. Merci, Anya. Vous pouvez, parce que non seulement elle s'exprime en français, alors que sa langue maternelle est quand même l'allemand, et en plus de ça, elle est complètement infaune, et qu'elle est vraiment entre deux avions, parce qu'elle repart, parce qu'elle prépare donc un nouveau projet de long métrage. C'est ça. Et donc, tu peux juste en parler 30 secondes ou pas? Non, non, j'ai plus le droit. D'accord. Ce sera probablement. C'est plus une bonne excuse. Comme ça, elle reviendra en parler. Mais merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et le film, donc si vous ne l'avez pas vu, qui n'a pas vu le film là? Dénoncez-vous. Mauvaises gens. Vous n'avez pas honte? Il y a maintenant le DVD. Voilà, et maintenant il y a le DVD qui sort, donc précipitez-vous pour l'acheter parce que c'est vraiment un film qui mérite d'être vu à bien des égards. Et moi je l'ai revu il y a quelques mois, et c'était la deuxième fois, et ça a été comme la première fois, je me suis laissé totalement emporter par le récit du film. Voilà, merci beaucoup Anya. Merci à vous.